Très heureux de vous retrouver sur CNews. Comme promis, place à notre débat. L'exécutif qui est en quête, vous le savez, d'un nouveau souffle. C'est peut-être réussi après le marathon du président de la République pour lancer le grand débat national. 6h40 d'échange, ce qui fait dire ce matin à Benjamin Griveaux que l'acte 2 est en marche. On a observé, je crois, l'ouverture d'un réel acte 2 du quinquennat. Le président de la République a rappelé la nécessité de changer de méthode pour que les transformations votées et les lois promulguées aient des conséquences réelles dans la vie des Français. Il a demandé au final au gouvernement de moins gouverner par la norme et de plus gouverner par le sens et l'action concrète. Alors, une nouvelle méthode et ça repart. Le président de la République est-il reparti en campagne? On se pose la question avec nos invités, avec Michel Larive. Bonsoir, vous êtes député à la France Insoumise de l'Ariège. Merci d'être avec nous. Geoffrey Bollet, directeur de cabinet de Florent Philippot, conseiller régional d'Île-de-France. Et bonsoir à vous, Sarah Ellery. Vous êtes députée de Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem. Changement de méthode et ça repart, ça y est? Dialogue. Là, on a un moment, on est en train de vivre, je pense, un moment historique, mais pour différentes raisons. Évidemment, dans la méthode, on n'a pas vu un moment aussi important en termes de mobilisation d'élus, en dehors des congrès, évidemment, des congrès des maires. Depuis vous êtes tenu en haleine, vous n'êtes pas endormi? Non, ça va? Pas du tout. Ce marathon de 7 heures? Au contraire, c'est passionnant. Le dialogue, c'est ce qui fait vivre notre démocratie, c'est l'échange, c'est la contradiction. Moi, je pense qu'on est en train de vivre un moment où on a l'occasion de se saisir. Mais je veux dire, c'est une France qui n'est pas résignée, c'est une France qui a envie de débattre. Et on a peut-être la chance d'écrire maintenant un nouveau contrat social ici. Les contradicteurs vont peut-être vous dire, et vous nous direz dans un instant, pourquoi il n'a pas fait plus tôt, peut-être? Mais oui, mais pas, effectivement, pourquoi pas avant? Eh bien, j'ai envie de dire, maintenant, saisissons-la. Qu'est-ce qu'on a à perdre à finalement saisir cette chance, ce moment où un Français sur deux dit « j'ai envie de participer ». On a tout à gagner, le pays a tout à gagner à débattre et à dialoguer. Ça a commencé par un dialogue très long avec les maires. Moi, j'en suis plutôt content. Geoffrey Bollet. Mais justement, il n'y a pas eu de dialogue. Enfin, il faut quand même en revenir à ce qu'avait promis le président de la République avec son grand débat national auquel nous, on ne croit pas. C'était censé être une réponse à la crise des Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu un monologue de 6 heures du président de la République en face d'une armée... Il n'a pas répondu à la question? C'est-à-dire que... Non, mais c'est très bien de débattre avec des maires, mais ce n'est pas du tout ce qui avait été vendu aux Français, ce qui nous avait été expliqué dans le cadre de ce grand débat. Le président de la République... Laissez-moi terminer, madame, s'il vous plaît. C'est un premier événement. Laissez-moi terminer. On s'attendait donc à un échange, peut-être, entre le président de la République et les Français. On se retrouve dans un face-à-face vraiment avec un monologue de 6 heures. Moi, j'appelle pas ça un débat. Il y a eu une liste de questions à la chaîne et le président ensuite a fait son show pour répondre. D'ailleurs, on entendait ce matin, vous-même, vous l'avez fait dans votre introduction, vous parlez de campagne. Oui, ça ressemblait plus à un meeting de campagne électorale que il est reparti en campagne, car il faut l'avouer, pendant sa campagne, il était très bon. Un débat où il faut du dialogue, de l'écoute. Et je voudrais dire un point, parce qu'on en reviendra après avec l'affaire Benalla. On a quand même un président, quand on lui demande des réponses précises, par exemple sur l'affaire Benalla, se tait. Et quand on lui demande d'écouter, par exemple, les Gilets jaunes, nous inflige un monologue de 6 heures. Honnêtement, c'est consternant. Moi, je trouve que c'est une fois de plus la démonstration de sa déconnexion. Il n'a pas été précis, il n'a pas été technique, il n'a pas répondu aux questions hier. C'est pas du tout l'expression d'une écoute du président de la République. Il a fait son show pendant 6 heures et il a dit au passage sur le fond, on y reviendra sans doute, beaucoup de bêtises, que ce soit sur le référendum d'initiative citoyenne, qu'il qualifie de tueur de la démocratie parlementaire, un concept totalement absurde, une explication totalement absurde, ou sur le rétablissement de l'ISF qu'il a balayé d'un revers de la main, alors que ça fait partie des revendications centrales des Gilets jaunes. Donc tout est biaisé. Vous l'avez pas trouvé plutôt ouvert et ne vous a pas surpris hier, non? Mais pas du tout, pas du tout. Et alors ceux qui lui reconnaissent un talent à tenir 6 heures en disant à peu près souvent n'importe quoi, moi je trouve ça juste abrutissant. Je ne vois pas le talent là-dedans. Michel Larive. Oui, 6h40, vous avez dit 6h40 de débat. Oui, non, M. Macron nous indique qu'il fait une consultation, surtout pas un débat, puisqu'il nous explique... En fait, c'est un clip de campagne qu'il nous a fait, un grand clip de campagne, et il nous explique qu'il va y avoir effectivement une consultation, mais qu'il ne changera surtout pas sa politique. Et il a introduit d'ailleurs des thématiques dans ce débat qui ne sont pas demandées par les Gilets jaunes. Vous allez me dire, mais tous les Français ont le droit de répondre. Eh oui, effectivement, tous les Français ont le droit de répondre sur ce qui les intéresse surtout. Et c'était hier, je crois, une grosse opération de séduction, bien organisée par M. Lecornu, qui était quand même ancien président du conseil départemental de l'Eure. Oui, c'était un régional de l'étape. Oui, voilà, c'était donc l'ancien président du conseil départemental. Et donc, moi, je crois que M. Macron, il s'est payé aux frais des contribuables un grand clip de campagne et il nous a expliqué comment faire pour appliquer son programme.
comme ça vient d'être dit, il ne revient pas sur l'ISF, il dénigre le RIC qui est quand même la principale revendication des Gilets jaunes. Donc on a un problème. Il le dénigre ou il s'en explique? Le problème, c'est que si jamais il fait ça tout le temps, le gros problème, c'est que s'il préempte ce débat en passant à chaque fois 6 ou 7 heures sur les plateaux, moi déjà, je vais poser une question au CSA. Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps de parole? On va le décompter puisque c'est un clip de campagne. Est-ce qu'on le décompte dans le compte de campagne pour les européennes? Parce que nous, on n'a que 2 minutes. Donc... Ouais. Je vous vois arriver sur votre charge sur les médias à notre décharge. On n'a pas vu venir, nous non plus. Et je pense que Geoffrey Bollé, qui est sur le plateau, peut en témoigner, puisque hier à 21h, on devait débattre. Effectivement, le président de la République a continué à parler encore et encore, etc., jusqu'à 22h. Passé, c'était un grand débat ou une grande mise en scène? Non, vous entendez ces critiques-là? Vous les voyez venir? Non, mais là, en fait... Il n'aurait pas mieux fallu, comme la veille, on a vu à Nantes, Sarah et Eric, comme la veille à Nantes, on a vu des Français parler les uns avec les autres. Et là, on a l'impression que c'était les Français avec le président. Et à la fin, c'était peut-être beaucoup le président. Là, c'était les maires avec le président. Il a répondu aux questions des maires sans tabou, avec des mots clairs, de manière tranchée. Et vous admettez que c'était pas l'objet. On nous a jamais parlé de ça. Pas du tout. On nous parle que c'était vraiment un débat avec les Français, madame. Mais attendez. Il a boycotté le congrès des maires de France. Allez, laissez-la terminer. Je vais aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est un lancement. Nous avons jusqu'au 15 mars pour que chacun sur son territoire puisse se saisir. Les maires sont invités à participer, à s'organiser. Ce débat, il nous appartient, il appartient à tous les Français, à tous les citoyens. Il ne sera... Eh bien, organisé. Vous voyez bien ce qu'on avait vu. Vous avez vu la plateforme, organisé. Ce n'est pas ça le grand débat, c'est un lancement. Là, c'est un échange entre le président de la République et les maires. Et en réalité, c'était pas le grand débat en fait. C'est le lancement uniquement. Le débat, ça sera dans toutes les communes. Moi, j'espère que le débat, il va être vivant, il va être enthousiasmant, parce qu'il va se passer dans chacune de nos communes, et plusieurs fois même par commune. Et c'est ça le grand débat. Vous savez, le grand débat, il est entre les Français, il est avec les Français. Vous savez, pour qu'il y ait un vrai grand débat, et nous, aux Patriotes, avec Florent Philippot, c'est ce que l'on propose, organiser un référendum. Et à ce moment-là, vous avez un vrai débat qui s'inscrira dans le cadre d'une campagne référendaire. Mais pourquoi pas d'une campagne référendaire. Mais c'est pas suffisant de dire pourquoi pas. Il faut le décider. Dans ces cas-là, allez militer auprès du président de la République pour qu'il fasse un vrai référendum sur des vraies questions centrales, institutionnelles, démocratiques, un référendum sur le RIC. Plutôt que de balayer, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, plutôt que de balayer le référendum d'initiative citoyenne avec des arguments qui sont franchement grotesques du président de la République, qu'il fasse un référendum sur cette question. Voulez-vous, oui ou non, l'instauration d'un vrai référendum d'initiative citoyenne en France? Et là, vous aurez un débat sur cette question, une adoption, puisque un référendum, ça suppose un vote, et donc une décision du peuple. Et là, vous aurez du débat. Mais un débat sans enjeu, madame, ça n'intéresse personne. Et encore moins un débat dont toutes les issues et tous les thèmes sont totalement biaisés. Allez, vous avez vu la lettre du président de la République, c'est du n'importe quoi. Pour nous d'écouter, avant que je donne la parole à Michel Larive, eh bien, les précisions, le sentiment, c'était ce soir chez nos confrères de France 2 aux 20h, de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Écoutez. C'est pas un grand bavardage dont on a besoin. C'est pas d'un grand blabla. C'est de la possibilité de pouvoir décider de tels sujets. D'habitude, ça se tranche dans une élection. C'est la raison pour laquelle j'avais été conduit à dire, puisque vous dites, je ne changerai pas de cap. Très bien, il l'a dit, n'est-ce pas? Il l'a redit là. Il l'a redit là, il ne changera pas de cap, pas d'ouverture pour vous. Oui, là, il l'a redit, il ne changera pas de cap. Et puis là, il nous explique, en fait, surtout quand il intègre notamment la laïcité, l'immigration dans les thématiques du grand débat, il essaie de nous faire passer ce qu'il va faire, ce que la majorité va proposer comme loi, c'est-à-dire une attaque de la loi de 1905. L'immigration, c'est essayer de le remettre au centre du projet, parce qu'effectivement, pour lui, là, il y a trop de social, ça ne va pas du tout. Il faut remettre l'immigration pour ramener l'épouvantail RN au centre du projet pour pouvoir... Ça ne va pas dans le bon sens, il ne faut pas parler de tous les sujets, puisque l'immigration, c'est un des sujets qui intéresse les Français. Qui intéresse véritablement les Français. Regardez. Et l'immigration, ce n'est pas le cas. La première réponse, ce sont les besoins de justice fiscale, retour de l'ISF, renationalisation des autoroutes et des choses comme ça. Et je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, mon attaché m'a donné un exemple de QCM. Question numéro 8. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne, donc là déjà c'est orienté, pensez-vous qu'il faut avant tout une seule réponse possible, réduire la dépense publique, donc ça veut dire moins de services publics ou des choses comme ça, augmenter les impôts ou les deux, ou sinon je ne sais pas. C'est un peu léger quand même comme alternative. Moi je pense qu'il y a d'autres alternatives. Remettre l'ISF par exemple. Regardez ce qu'on fait avec le CICE. On va donner cette année 2 fois 20 milliards, donc 40 milliards de CICE. On n'a pas de retour, il n'y a aucun conditionnement à ceci. La flat tax, il y a peut-être d'autres solutions. Et il y a surtout 80 milliards d'évasion fiscale.
Sarah El Haïry, on a l'impression que le président de la République a réussi à convaincre les maires, en tout cas les 650 maires qui étaient présents hier du côté du Grand Bourteroul, mais pas forcément le mouvement des Gilets jaunes. C'est votre sentiment aussi ou pas? Ça vous inquiète ou pas? Non, moi ce qui m'intéresse... Tous les week-ends, ça revient, tous les week-ends. Et j'ai envie de dire, maintenant, le temps, il est au débat, il est à construire les propositions, il est à échanger, il est à proposer. Je veux dire, il n'y a aucun tabou. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, que ce soit la France Insoumise ou les Patriotes, mais... Finalement, ils font écho. Vous voulez condamner le débat alors qu'il n'est même pas ouvert. Il s'ouvre, mais bien sûr que si. Le débat n'est pas ouvert, je suis d'accord avec vous. Eh bien si, en fait, il le condamne. En fait, il y a un côté très écho, assez... Non, ça va, on nous l'a déjà fait, c'est bon. Je vais jusqu'au bout. C'est l'incantation à force. Pas du tout. Non, laissons le débat et on fait les comptes à la fin du débat, c'est-à-dire après le 15 mars. Et là, on verra qu'est-ce qui s'est passé sur les territoires. Et les Gilets jaunes, en tout cas chez moi, participeront au débat parce que c'est dedans. Mais il n'y a pas que les Gilets jaunes. Ce débat est ouvert à tout le monde. Voilà. Ce débat est ouvert à tout le monde. Messieurs, vous allez jouer le jeu justement de ce grand débat. Moi, je vais donner ma contribution tout de suite. Je vais vous donner l'adresse du site de l'Avenir en commun. Voilà, ma contribution, c'est le programme L'Avenir en commun. Proposez-le, continuez. Et chez vous, dans l'RH, vous allez également organiser des débats? Non, moi, je ne vais pas organiser des débats. Moi, je pense effectivement que... Mais non, parce que si vous voulez... Moi, si on me dit, lorsque les débats que tu organiseras auront une conséquence sur les lois futures, je dis, bon, effectivement, il va falloir qu'on s'imprègne de tout ceci et qu'on s'empare de tout ceci. Mais seulement le problème, c'est qu'on nous dit, mais nous ne changerons pas notre politique. Donc, à partir de ce moment-là, ça n'est pas un débat, c'est une consultation. Et je trouve ça extrêmement dangereux parce que je crois que c'est la dernière cartouche du gouvernement. Et là, celle-là, si jamais elle la loupe... Benjamin Griveaux, ce matin, on l'a entendu tout à l'heure, effectivement, pendant cet extrait qui parle de changement de méthode. Vous y croyez? Ah non, moi, j'y crois pas, personnellement. Pourquoi? Parce que le changement de méthode, ce serait le changement de politique. Et on nous annonce qu'il ne changera pas de politique. Peu importe la méthode, c'est changement de politique. Rétablissez l'ISF, reparlons du CICE. Là, effectivement, alors, si jamais les choses se passent comme ça, alors j'écouterai. Je suis le premier à vouloir être convaincu, mais je ne le suis pas. Sarah El Haïry, essayez de le convaincre. Non, mais je veux dire, il n'y a aucun totem. Parlons de l'ISF, débattons sur le CICE, débattons sur la justice fiscale et sociale. Osons aller jusqu'au bout de la lutte contre l'évasion fiscale. Et vous savez très bien que quand on a eu la lutte contre les paradis fiscaux, on a été loin avec notre collègue Fabien Roussel. Vous avez enlevé de la liste. Fabien, justement, a fait quelque chose de formidable. Et on a très bien bossé dessus. Et il y a eu des avancées, comme le verrou de Bercy. Mais tout ça pour dire... Non, pas sur le verrou tout ça pour dire que le plus important, c'est de participer, aller au bout et finalement donner cette chance à ce débat. Allez jusqu'au bout et faisons les comptes après. Nous n'avons rien à perdre, tout à gagner, à construire, à débattre. C'est pas vous voulez le condamner en avance. Eh bien, nous sommes en train de vivre un moment important. Je pense que ce moment est important pour notre pays. Je suis désolé, on voit quand même que c'est un grand exercice de communication, d'enfumage destiné à endormir les Français. Parce que les revendications des Gilets jaunes, ça fait quand même des mois qu'on en parle. Et donc nous, évidemment, aux Patriotes, on n'appelle pas à participer parce qu'on pense que c'est quand même une grande mascarade. Cependant, ceux qui iront, parce qu'évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ceux qui iront, on les encourage, eux, à parler de la grande absente de ces soi-disant débats. C'est évidemment l'Union européenne. Là, il n'y a jamais aucune question dessus qui est abordée. C'est le sujet tabou de la vie politique française, alors que quand on parle notamment de justice fiscale, de politique économique, d'avancée sociale, l'Union européenne est au cœur de tout ça. Si vous n'avez pas votre souveraineté économique, c'est-à-dire votre monnaie, votre budget et votre politique commerciale, vous parlez pour rien. Et tant que la question européenne n'est pas abordée, eh bien, je crois essentiellement sur le fond, on débat pour rien. Et c'est là où vous vous rendez compte, dans la lettre du président de la République, il dit... Mais il n'en parle pas de ça, justement, madame. Il dit exactement, il n'y a pas de tabou, il faut pouvoir débattre de tout, tout en répondant... De tout, sauf que le RIC, on ne le fera jamais, le rétablissement de l'ISF non plus, l'Union européenne, pas un mot. Donc non, ne dites pas de tout, c'est pas du tout le cas, madame. Est-ce que vous interdisez aux Français de parler? On peut toujours parler de tout le temps, ça s'appelle les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais là, on demande au pouvoir, au gouvernement qui a géré une crise majeure, on a quand même une France qui a de grosses difficultés économiques, des revendications démocratiques et sociales essentielles. Madame, on a quand même des revendications démocratiques et sociales essentielles, et le gouvernement ne fait rien que d'essayer de gagner du temps avec du bavardage. C'est la vérité. Que peut-il faire de plus, Geoffrey Bollé? Il doit céder sur l'ISF, c'est ça votre... J'ai compris, changer son logiciel, changer de méthode, mais pour vous, le marqueur, c'est l'ISF. C'est l'un des marqueurs importants. Il y a aussi le SMIC, il y a aussi, on l'a dit, la question du référendum d'initiative citoyenne. Mais maintenant, je pense qu'il faut prendre des décisions politiques. Nous, on est favorable à la dissolution de l'Assemblée nationale pour redonner ne serait-ce qu'une nouvelle légitimité politique à quelque majorité qui sortira des urnes. Nous, on la respectera de toute façon. Et évidemment, un vrai référendum pour que les gens se sentent concernés et que
le débat soit sanctionné par un vote. Chez les Patriotes, vous êtes 100% gilets jaunes. J'ai l'impression d'entendre toutes les revendications des gilets jaunes. On est à ce point de gilets jaunes que les principales revendications de ce mouvement, nous les portons depuis plus d'un an déjà. Elles figurent toutes dans notre charte des Patriotes qui a été adoptée l'année dernière et qui effectivement inclut l'augmentation du SMIC. Donc nous, on est favorable à plus 300 € de SMIC sur 5 ans. Le référendum d'initiative populaire, un référendum sur le Frexit, puisque de l'Union européenne dépendent toutes nos grandes politiques économiques et sociales. Ça vous inspire quoi? Et évidemment, le rétablissement de l'USF, qui est juste un acte de justice fiscale. Du côté du Royaume-Uni, ça vous inspire quoi, ce qui se passe en ce moment? Avec le député de Theresa May et effectivement ces Britanniques qui, on a l'impression, sont partagés, qui souhaitent peut-être un nouveau référendum. Ça vous inspire quoi? Non, on est très loin d'un nouveau référendum. Theresa May a redit ce soir... Très loin, mais on y est plus près qu'il y a encore quelques semaines. Je ne crois pas. Theresa May a redit ce soir que le Royaume-Uni sortirait bien de l'Union européenne le 29 mars. Il est vrai qu'on se rapproche d'un hard Brexit. Ce sera repoussé. On verra, mais on se rapproche d'un hard Brexit. Et là, l'Union européenne, qui jusqu'à présent faisait un peu sa maline, gonflait les muscles, etc., s'aperçoit qu'elle sera la grande perdante d'une telle hypothèse, puisque le Royaume-Uni, contributeur net à l'Union européenne, eh bien forcément, les institutions européennes ont besoin de son argent. Et d'un point de vue commercial, le Royaume-Uni étant déficitaire vis-à-vis de la zone euro et des grands pays membres de cette zone. Évidemment, si le commerce se restreint ou s'il y a des conséquences commerciales, les conséquences s'en feront ressentir sur les pays qui exportent plus, et donc sur la France, l'Allemagne. Et donc on voit bien que l'Union européenne, qui faisait la maline jusqu'à présent, on va dire, baisse d'un ton et réenvisage l'idée de nouvelles négociations. Ça vous inspire quoi, ça? L'Union européenne baisse d'un ton? Mais non. Moi, ce que je vois, on l'a vu. Moi, ce que je vois, c'est que nous avons débattu dans notre assemblée tout à l'heure. On peut éventuellement rediscuter à nouveau des termes du Brexit. Nous avons débattu tout à l'heure de notre assemblée sur cette hypothèse de sortie dure, du hard. Et finalement, j'ai envie de vous dire une chose. Qu'est-ce qui va se passer demain, si c'est comme ça? Eh bien, plus que jamais, l'Europe nous a permis une chose, la paix. Oh là là. Mais si, c'est vrai. 70 d'accord, mais madame, il faut aussi rester un petit peu dans l'argumentation rationnelle. Je veux dire, ça va pas être la guerre avec le Royaume-Uni demain, d'accord? Tout à fait rationnel. Donc, on nous a dit soft ou hard Brexit, et finalement le hard Brexit. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Qui a peur du Brexit? La Commission européenne et les Européens. Ça aiderait ensuite Michel Larive. Ce sont une situation où ils n'arrivent pas à trouver ce point d'équilibre. Et aujourd'hui, l'Irlande, toute l'Union européenne, tout ce qu'on a pu construire avec eux, on n'arrive pas à trouver ce point d'équilibre. Soit la France prendra ses responsabilités, l'Union européenne prendra ses responsabilités, et nous serons prêts également à se faire. Michel Larive, pour conclure sur ce sujet, s'il vous plaît. Alors très bien, si tout le monde est prêt, ça me va. Non. Sur ce sujet, moi j'aimerais bien aussi revenir quand même sur les annonces, parce que là nous sommes effectivement sur le grand débat. Sur l'Europe, de toute manière, tout le monde veut l'Europe. Vous avez raison, elle a été construite pour la paix, l'Europe. Maintenant, de telle façon que les citoyens européens, eux, sont exclus de cette Europe, puisque c'est une Europe de la finance, une Europe du commerce, pourquoi pas, mais c'est pas une Europe, de toute manière, de l'égalité, c'est pas une Europe de la fraternité. Ce qu'elle aurait dû être, c'était ce que voulaient ses initiateurs. Et donc, dans cette Europe... Michel Larive, on était sur le Brexit. Pardon? On était sur le Brexit. Oui. Eh bien, justement. Mais donc, le Brexit, mais je crois que les Anglais ont fait un choix, enfin, les Britanniques, pardon, ont fait un choix. Si ça ne nous plaît pas, tant pis, mais en tout cas, c'est leur choix. Il va falloir de toute manière le respecter. Alors, est-ce qu'on va vers un Brexit hard? Je ne sais pas. Je suis dans la commission spéciale Brexit aussi à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je souhaite effectivement respecter le choix des Britanniques et que ça se passe le mieux possible pour tous les peuples, quoi. Parce que effectivement, on va arriver dans des situations où soit le peuple britannique ou enfin, c'est surtout le peuple britannique, je crois, qui risque d'en pâtir gravement. Allez, vous restez avec nous tous les trois. On va avancer un petit peu dans le débat. On va parler de l'affaire Benalla. Acte 2, qui revient donc sur le devant de la scène. L'Élysée est-il débordé? La réponse, c'est dans un instant. À tout de suite. 21h passé de 39 minutes, la deuxième partie de notre débat dans le Grand JT. L'affaire Benalla, vous le savez, revient une nouvelle fois sur le devant de la scène. L'ancien chargé de mission occupe une nouvelle fois les esprits et cela rattrape Emmanuel Macron. L'Élysée qui a tiré aujourd'hui à boulet rouge sur Alexandre Benalla. Pour Patrick Stroda, il a obtenu un passeport de service grâce à l'usage d'un faux. Pour obtenir ce deuxième passeport, M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée à en tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. On a vu ce document. Bien évidemment,
on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur, et il n'est pas l'auteur de cette note. Donc, soupçonnant une falsification faite par M. Benalla, nous avons signalé ce fait au procureur de la République par un article 40. Ah oui, à quelle date? Ce matin. Et le débat, c'est avec Michel Larive, député France Insoumise de l'Ariège, avec Geoffrey Bollé, directeur de cabinet de Florent Philippot, c'est les Patriotes, je le rappelle, conseiller régional Île-de-France, avec Sarah Ellery, députée de Loire-Atlantique et porte-parole du MoDem. L'Élysée débordée sur cette question? Non, pas débordé. Moi, ce que je vois, c'est que M. Benalla abuse, qu'il y a gêné, embarrassé. Non, il y a des procédures de justice. Vivement qu'on ait les conclusions. J'ai envie de dire, là, on a bien vu, c'est un homme qui est malin, qui a abusé, qui a été hyper loin. On voit des accusations que je garde au conditionnel, puisque tant que la justice ne s'est pas exprimée... Oui, on a entendu Patrick, on a entendu Christophe Castel, on a entendu également Jean-Yves Le Drian. On a l'impression que personne n'est au courant. Non, mais moi, ce que je vois, c'est que on est en train de... Il y a une lumière qui est faite. Les procédures parlementaires sont à féliciter. L'Assemblée nationale s'est saisie, le Sénat s'est saisi également. Il y a eu aujourd'hui des procédures de justice. Le pluriel est inapproprié. L'article 40 a été activé. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on voit bien que on en découvre tous les jours et que finalement, il y a une vraie réponse de la justice à apporter. Maintenant, elle va arriver. Geoffrey Bollé. Oui, non. Sur les accusations très graves que porte Patrick Stroza. Oui, justement, l'Assemblée nationale s'est complètement déconsidérée sur cette affaire. Sa commission d'enquête était vraiment une blague. Et le Sénat sauve un peu l'honneur, mais moi je les trouve encore très mous. On est très loin des standards des démocraties modernes, sur des commissions d'enquête qui vont vraiment au bout des choses, qui posent des vraies questions, qui n'hésitent pas à poser des questions très politiques aussi, parce que c'est bien, là on sent que c'est très politique tout ça. Ça implique jusqu'à Emmanuel Macron en personne, qui, je le rappelle, a dit cet été que c'était lui qui était responsable de tout. Et puis finalement, là, bizarrement, il dit jamais rien. Bref, donc c'est absolument très problématique, même quant au fonctionnement de nos institutions parlementaires. Et je pense qu'il faut que le Parlement, quelle que soit sa forme, soit réinvesti vraiment dans ses pouvoirs de contrôle et d'investigation, et que les commissions d'enquête parlementaires aient un vrai sens. Parce que là, il y a urgence, en l'espèce celle du Sénat, à ce qu'elle sévisse et qu'elle aille en justice pour traîner tous ceux qui ont menti, mais déjà 1000 fois. Ils ont menti. Alors la faute à qui? Est-ce que c'est la faute de Michel Larive, d'Alexandre Benalla? Est-ce que c'est la faute de l'administration? Alors déjà, le gros problème, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas eu finalement le droit d'aller au bout du débat. Madame Braun-Pivet a décidé, déjà, elle a présidé une commission qui normalement, dans ce genre de choses-là, la règle veut que la commission soit présidée par l'opposition. Ça n'a pas été le cas. Et puis, derrière, nous avons eu un semblant de commission d'enquête. Et moi, je remercie le Sénat parce que grâce au Sénat, on arrive quand même à avoir quelques éclaircissements, mais très peu. C'est une affaire d'une opacité énorme. On est au plus haut niveau de l'État. Combien il a de passeports, M. Benalla? Et alors, un coffre-fort avec des armes qui disparaissent, un téléphone où les messages disparaissent, un autre crypté et tout. C'est une affaire d'État qui, je crois, il faudrait maintenant qu'elle finisse et que, effectivement, on traîne en justice les véritables coupables pourvu qu'on les trouve. Il faut les trouver maintenant. Certains disent que c'est anecdotique. Pour d'autres, on vient d'entendre, c'est une affaire d'État. Non, moi, je considère que c'est pas une affaire d'État. Le sujet, l'Élysée, c'est l'État. Il y a un sujet ou pas? Non, il y a un sujet. De fait, il y a eu un sujet. Parce qu'on voit bien que ce monsieur, il a été hyper loin. Peut-être qu'il a fait défaut. Il a été hyper loin. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vois... Il est protégé? Non, absolument pas, puisque toutes les... Vous ne pouvez pas l'affirmer, madame. On n'en sait rien à ce stade. Vous me laissez finir ma phrase. Oui, mais n'affirmez pas qu'il n'est pas protégé. Laissez-moi finir ma phrase. C'est un peu problématique quand même. Laissez-moi finir ma phrase. Soit l'État dysfonctionne totalement, ce que je ne crois pas du tout. Toutes les instances sont saisies. La justice, l'administratif. Il y a eu des enquêtes parlementaires à l'Assemblée nationale. Il y en a encore une qui court au Sénat. Très petite, l'Assemblée, quand même. Mais très petite. C'est vrai que le MoDem voulait aller plus loin. Non, mais je me souviens très bien des débats. On y siégeait également. Je me souviens de la position de mes collègues. On souhaitait aller un peu plus loin. C'est une réalité. Elle a été plus courte que celle du Sénat. Mais revenons à l'essentiel. On a été saisi au début par rapport aux violences du mois de mai. Et finalement, on en découvre. Très bien. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que ce monsieur rende des comptes à la justice et que la justice nous rende ses conclusions. Peut-être pas que lui. Je ne sais pas s'il est protégé. On peut pas affirmer, rien affirmer. Mais enfin, il a 4 passeports. Pensez à qui, Michel Larive? Pensez à qui?
Je sais pas. Non, moi, j'ai pas de nom, mais de toute manière, ce monsieur a 4 passeports. On lui délivre des passeports. Enfin, il a des facilités à être dans des endroits où il ne devrait pas être. On nous dit qu'il porte des bagages ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les Français et surtout la représentation nationale pour des imbéciles, quoi. Alors, on va écouter les explications de Christophe Castaner. Écoutez, cet après-midi. Monsieur Benalla s'adresse directement à nos services et demande un passeport de service. Nos services réagissent et disent « on ne peut pas vous le délivrer, il faut que ce soit votre autorité hiérarchique qui le demande ». Donc il se passe quelques jours et hop, il nous remet une lettre qui est un original signé. Et donc original signé, c'est l'intitulé qu'on met sur la mention, c'est-à-dire elle n'est pas signée. À ce moment-là, pour le service, il a son document. Le chef de service, en l'espèce le chef de cabinet de quelqu'un qui demande, a fait la démarche. Le dossier est complet. En une semaine, un peu moins, le dossier a été mis et donc il a eu dans ce cadre-là l'information. Sarah, on ne comprend pas tout, mais ce qu'on comprend surtout, c'est que ça va être une nouvelle fois désastreux pour l'opinion publique. Bien sûr, et puis le responsable. Mais je veux dire, le plus important, c'est la vérité. C'est bien ça le sujet. On la connaît pas. Mais je veux dire, c'est bien ça le sujet, c'est la vérité. Et là, on voit quoi? Moi, je vois un ministre qui donne clairement ce qui s'est passé, ce qu'il a comme information. Je vois la justice qui est saisie. Moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays. Je crois qu'elle est forte, qu'elle est indépendante et qu'elle va pouvoir mettre en lumière toutes les situations où ça n'a pas été normal et qu'elle fera condamner les personnes qui doivent l'être. Donc à partir de là, moi, j'ai envie de dire, je suis confiante. Donc on n'en restera pas là, c'est loin d'être terminé, c'est ça? Madame, les responsabilités, le même ministre qui, dans une autre fonction, certes, nous expliquait cet été que M. Benalla n'était qu'un bagagiste, et aujourd'hui nous apprend que en fait, c'est l'agent de l'Élysée le plus multi-équipé, multi-accrédité, avec un nombre de passeports absolument hallucinant. Non, mais je veux dire, ces gens-là, c'est un malin qui a abusé. Non, mais madame, alors M. Castaner est un anti-malin, parce que si la vérité change en fonction du poste qu'il occupe, il y a un léger problème sur ce qu'est la vérité quand même. Donc le pouvoir, évidemment, il y a sans doute des dysfonctionnements, mais il y a des protections. Le responsable, in fine, c'est le ministre. S'il y a un dysfonctionnement de ces services, le responsable, in fine, c'est le ministre. Il y a des protections, surtout. Il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'à un moment donné, je sais pas, les ministères sont en charge de leur ministère. Ils sont responsables, in fine, de tout ce qui se passe dans leur ministère. C'est comme ça que ça se passe. Bon, ben alors à partir de ce moment-là, tout le monde doit en tirer les conclusions, quoi. On n'a pas fini d'entendre parler. Et pour vraiment conclure et terminer sur cette affaire, nous avons bien vu que ce personnage, c'est presque un personnage, il a tellement de vices, il a tellement d'abus, qu'on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Et parce que ça n'a pas été clair, il y a une procédure en justice, il y en a même plusieurs. Moi, ce que je dis, c'est que la lumière va être faite puisqu'il va y avoir des conclusions de la justice qu'elle est saisie. J'ai juste pas envie d'être dans un fantasme de quelque chose. J'ai confiance dans la justice, on va voir les conclusions. Merci Sarah Ellery, Michel Arrive, Geoffrey Bollé. Tout de suite, c'est les voix de l'info, c'est Mabrouk qui arrive dans quelques toutes petites secondes. A tout de suite.